Mon frère flic a volé ma voiture, a renversé un enfant, et a pris la fuite. Ensuite, mes parents ont essayé de me faire porter le chapeau, en disant que son fils ne pouvait pas grandir sans père. Ne sois pas sans cœur, disait-il. Alors, je le leur ai fait regretter. Très bien, Reddit. Cela s'est passé il y a environ 1 an, et en ce moment, je gère encore les conséquences de cette affaire. Ma famille a essayé de me jeter en pâture, pour un délit de fuite commis par mon frère flic. Et ensuite, ils ont joué les choqués, quand j'ai absolument tout détruit sur mon passage. Accrochez vos ceintures, car cette histoire est dingue. J'ai 29 ans, et je travaille comme inspecteur d'équipements industriels, pour des usines de fabrication à travers le Midwest. Ce n'est pas très glamour, mais ça paie bien, et ça me permet de voyager sans pour autant partir des semaines entières. J'inspecte des machines, je rédige des rapports, et je m'assure que les entreprises ne violent pas les règles de sécurité, ce qui pourrait coûter la vie aux ouvriers. C'est un travail gratifiant, et le salaire me permet de vivre confortablement à Indianapolis. J'ai une Honda Accord 2019, que j'ai achetée d'occasion, certifiée par le concessionnaire, il y a 3 ans. Rien d'extravagant, juste un moyen de transport fiable, avec une consommation de carburant correcte, puisque je parcours environ 1300 km par semaine pour le travail. Extérieur argenté, intérieur noir, et toujours gardé propre. En effet, la première impression compte, quand on entre dans une usine pour leur dire que leur équipement est à jeter. L'Accord avait 28 000 miles, environ 45 000 km, au compteur, quand je l'ai acheté. Elle venait avec l'extension de garantie, et l'historique d'entretien depuis le premier jour. L'ancien propriétaire était un cadre d'entreprise, qui ne s'en servait que pour les trajets bureau-domicile. J'ai teinté les vitres, amélioré les tapis de sol, et installé une caméra embarquée, dashcam, après avoir lu trop d'histoires d'arnaque à l'assurance sur Internet. La décision d'installer cette caméra s'est avérée être la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Ma situation familiale est compliquée, et c'est un euphémisme. J'ai 2 frères et une sœur. Je suis l'enfant du milieu, ce qui, en gros, signifiait que j'étais invisible en grandissant. Tout le monde se concentrait sur mon frère aîné, Ryan, et sur ma petite sœur, Jessica. Mon jeune frère, Kevin, était un peu dans le même bateau que moi, essayant juste d'éviter les tirs croisés. Ryan a 33 ans, il est flic depuis 8 ans, marié à son amour de lycée, Daniel, et ils ont un fils de 4 ans prénommé Eden. Ryan, c'est l'enfant prodige. Il l'a toujours été. Quarterback star au lycée, il a rejoint la police juste après l'université. Il est devenu le héros de la famille. Mes parents vénèrent le sol sur lequel il marche. Mon père a été policier pendant 35 ans avant de prendre sa retraite. Donc, le fait que Ryan suive ses traces, l'a rendu pratiquement intouchable dans notre famille. Maman le traite comme s'il avait personnellement inventé les forces de l'ordre. À chaque fête, à chaque réunion de famille, tout tourne autour des dernières anecdotes de travail de Ryan, des récents exploits d'Eden, ou de la fierté qu'il tire de sa carrière. Moi, je ne suis que le fils qui inspecte des machines. Pas assez héroïque, pas assez intéressant. Et, pour sûr, pas digne qu'on se vante de moi auprès de leurs amis de l'église. Kevin a 26 ans, il travaille dans l'immobilier commercial, fait profil bas, et ne fait pas de vagues. Nous sommes plus proches, lui et moi, que je ne le suis avec Ryan ou Jessica. Probablement parce que nous avons tous les deux compris très tôt, que nous n'étions pas les favoris. Il a une petite amie nommée Priya, qui est bien trop bien pour notre famille. Et, honnêtement, je pense qu'il l'éloigne volontairement des événements familiaux. Jessica a 24 ans, elle travaille comme hygiéniste dentaire, et c'est fondamentalement maman 2.0, quand il s'agit de vénérer Ryan. Elle le traite comme une sorte de super-héros, qui ne peut rien faire de mal. Toute critique envers Ryan vous vaut un sermon, sur la difficulté du travail de policier, et sur le fait que nous devrions être reconnaissants pour son service. Les réunions de famille étaient toujours gênantes pour moi. Je débarquais, je faisais la conversation, je mangeais un ragoût médiocre, et je partais, dès que c'était socialement acceptable. J'ai arrêté d'y aller aussi souvent, après avoir réalisé que tout le monde se fichait éperdument de ma présence. Ils passaient tout leur temps à s'extasier sur Ryan, pendant que je restais assis dans un coin, comme une plante verte. Mes parents vivaient toujours dans la maison qu'ils avaient achetée dans les années 80. Une maison de plein pied, dans une banlieue au nord d'Indianapolis. Papa passait toute sa retraite à bricoler dans le garage,
et à regarder des séries policières, vivant par procuration à travers Ryan. Maman dirigeait la surveillance de quartier, et organisait des ventes de gâteaux pour l'église. Elle racontait probablement à tout le monde, à quel point son fils policier était formidable, à chaque occasion qui se présentait. Je gardais mes distances, mais je restais en contact. J'appelais maman une fois par semaine, je me présentais aux grandes fêtes, j'envoyais des cartes d'anniversaire. Le strict minimum, pour ne pas être qualifié de fils irrespectueux. Le 15 mars a commencé comme n'importe quel autre jeudi. J'avais 3 inspections d'usine au programme. Une à Kokomo à 9h, une autre à Marion à 13h, et une dernière à Mincy à 16h. Un itinéraire classique dans le triangle de l'Indiana, qui devait me ramener à la maison vers 19h. J'avais préparé mon trajet la veille, imprimé mes listes d'inspection, et mon sac de matériel était prêt dans le coffre. Je me suis réveillé à 6h, j'ai pris une douche, j'ai préparé un shaker de protéines, et des flocons d'avoine instantanés. Ma routine habituelle. J'ai pris mon sac de travail, je me suis dirigé vers le parking de mon immeuble, et j'ai immédiatement remarqué que ma voiture n'était plus là. Ma première pensée a été qu'elle avait été volée. Je me tiens là, dans le parking, à 6h30 du matin. Je fixe la place vide où mon accord devrait être, calculant mentalement combien de temps il allait me falloir, pour déposer plainte et louer une voiture, afin de ne pas rater mes inspections. Puis, j'ai reçu un texto de Ryan, empruntez ta voiture. La mienne est au garage. On te la ramène ce soir. Aucune demande de permission. Aucun avertissement la veille. Il a juste pris ma voiture, comme si c'était un bien commun. Je l'ai appelé immédiatement. Directement sur la messagerie. Je lui ai répondu par texto, comment ça, tu l'as emprunté? Je travaille aujourd'hui, et j'ai besoin de ma voiture, tout de suite. Pas de réponse. J'ai rappelé. Messagerie. J'étais furieux, mais aussi coincé. J'avais besoin d'un moyen de transport, et mon assurance ne couvrirait pas une location, pour un vol qui n'en était pas techniquement un, puisque c'est un membre de la famille qui l'avait prise. J'ai fini par appeler Kevin, qui, heureusement, travaillait de chez lui, et a pu me prêter sa Nissan Altima pour la journée. Kevin m'a rejoint dans un café, à mi-chemin entre nos domiciles, à 7h du matin, l'air agacé. Ryan vient juste de prendre ta voiture. Apparemment, son pick-up est au garage, et il s'est servi de la tienne. Est-ce qu'il a au moins demandé? Qu'est-ce que tu crois? Kevin a secoué la tête. Du Ryan tout craché. Il fait ce qu'il veut, et les autres s'en arrangent. Je vais péter un plomb s'il fait la moindre égratignure dessus. Tu veux que je l'appelle? Déjà fait. Il m'ignore. Kevin m'a lancé ses clés. Ne t'inquiète pas pour me la ramener ce soir. Je travaillerai de chez moi demain aussi, si besoin. Mais sérieusement, tu dois lui imposer des limites. J'essaie de faire ça depuis 29 ans. Ça n'a pas encore marché. J'ai conduit jusqu'à mes inspections avec la voiture de Kevin, fulminant tout le long du trajet. L'usine de Kokomo avait une presse hydraulique défaillante, qui a failli arracher la main d'un ouvrier le mois dernier. Je leur ai dressé un avertissement, pour une correction immédiate. L'installation de Marion avait besoin de nouveaux systèmes de ventilation, dans leur département de soudure. L'usine de Mincy, elle, était plutôt en bon état. Juste une inspection de routine. J'ai terminé vers 18h, et j'ai pris le chemin du retour vers Indianapolis. Mon téléphone était resté silencieux toute la journée. Aucun appel de Ryan. Aucun texto, rien du tout. Puis, à 18h47, mon téléphone a explosé. Maman a appelé la première. Il faut que tu viennes à la maison, tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, c'est tout. Elle avait l'air paniquée. Maman, je suis à 1 heure de route. Que se passe-t-il? Ton frère a besoin de toi. Mon estomac s'est noué. Quel frère? Ryan. Il y a eu un accident. Il va bien? Viens juste ici. Elle a raccroché. J'ai immédiatement appelé Ryan. Messagerie. J'ai appelé Kevin. Pas de réponse. J'ai appelé Jessica. Pas de réponse. Mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Ryan était-il blessé? S'était-il passé quelque chose pendant son service? Pourquoi tout le monde était-il si mystérieux?
J'ai poussé l'Altima de Kevin à 130 km/h sur l'autoroute IE69, faisant le trajet en 45 minutes au lieu d'1 heure. Je me suis garé devant chez mes parents, à 19h35, pour trouver le véhicule de police de Ryan dans l'allée, avec la Toyota de Jessica, et la Buick de mes parents. Et, garé dans la rue, se trouvait ma Honda Accord, avec des dommages visibles à l'avant. Ma voiture avait une énorme bosse sur le pare-choc. Le capot était froissé du côté passager, et le phare droit était complètement brisé. Je suis resté planté là, à la fixer, essayant d'assimiler ce que je voyais. Je me suis dirigé vers la maison, et je n'ai même pas frappé. Je suis entré directement. Toute la famille était dans le salon. Maman, papa, Ryan, Daniel, Jessica. Tous me regardaient, comme si je venais d'entrer dans un salon funéraire. Qu'est-il arrivé à ma voiture? Ryan s'est levé, toujours dans son uniforme. Il faut qu'on parle. Qu'est-il arrivé à ma voiture? Papa est intervenu. Fils, assieds-toi. Nous avons une situation. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux savoir pourquoi ma voiture a l'air d'avoir percuté un mur. Maman s'est mise à pleurer. A vraiment pleuré. C'est tellement terrible. Ce pauvre enfant. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel enfant? La mâchoire de Ryan s'est crispée. Il y a eu un accident cet après-midi. Quel genre d'accident? Un gamin a couru dans la rue. Je ne l'ai pas vu à temps. La pièce a commencé à tourner. Tu as renversé un enfant avec ma voiture? C'était un accident. C'est grave? Une jambe cassée, quelques contusions. Il s'en sortira. Où est le gamin, maintenant? À l'hôpital. As-tu appelé les flics? Puis j'ai réalisé à quel point cette question était stupide. Tu es flic. As-tu rempli un rapport? Silence. Ryan, as-tu rédigé un rapport? Encore plus de silence. Papa s'est levé. Bon, attends un peu. As-tu fait un rapport, oui ou non? Ryan a finalement parlé. Non. Tu as renversé un enfant avec ma voiture, et tu n'as pas fait de rapport? C'est compliqué. En quoi est-ce compliqué? Tu as renversé un gamin. Tu le signales. C'est littéralement ton travail. Daniel a pris la parole, la voix tremblante. Il ne le pouvait pas. Pourquoi pas? Le visage de Ryan est devenu rouge. Parce que je n'aurais pas dû être dans ce quartier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je réglais des affaires personnelles, en uniforme, pendant mon service. Et si mon superviseur l'apprend, c'est fini pour moi. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Quel genre d'affaires personnelles? Ce n'est pas important. C'est plutôt important, étant donné que tu as renversé un gamin, en faisant ce que tu faisais. Papa s'est interposé entre nous. Le fait est, que nous devons trouver comment gérer cette situation. La situation est déjà gérée. Il signale ce qui s'est passé, il accepte les conséquences, et il s'assure que la famille de ce gamin est prise en charge. Point final. Maman a secoué la tête. On ne peut pas faire ça. Pourquoi pas? Jessica est intervenue. Parce que Ryan a une carrière. Il a une famille. Eden a besoin de son père, et le gamin qui l'a percuté, ça ne compte pas. Ce n'est pas ce qu'elle dit, a dit papa. Nous essayons de protéger cette famille, en mentant. Ryan m'a regardé droit dans les yeux. J'ai besoin que tu dises, que c'est toi qui conduisais. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu plaisantes. Non. Tu veux que je porte le chapeau, pour avoir renversé un gamin? Juste pour l'instant. Le temps que les choses se calment. Non. Maman m'a attrapé le bras. S'il te plaît. C'est ton frère. C'est aussi un flic, qui a commis un délit de fuite. Ce n'était pas un délit de fuite, a déclaré Ryan. Je suis allé à l'hôpital, je me suis assuré que le gamin allait bien. Leur as-tu dit que c'était toi le conducteur? Non. Alors c'est un délit de fuite. La voix de papa s'est durcie. Fais attention à ton ton. Mon ton? Vous êtes sérieux là? Votre enfant chéri a volé ma voiture sans permission, a percuté un enfant, en faisant je ne sais quoi, qu'il refuse même de nous avouer. Il a quitté les lieux,
Et maintenant il veut que je mente à la police pour lui. Et c'est mon ton, qui vous inquiète? Ryan s'est approché. Tu ne comprends pas la situation. Alors, explique-la-moi. Que faisais-tu de si important, pour ne pas pouvoir être vu? Il n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Papa a réessayé. Fils, écoute. Si Ryan est tenu responsable de ça, il perd son insigne. Il perd sa pension. Il perd tout. Toute sa carrière est finie. Pense à Daniel et Eden. Pense au gamin qui l'a percuté. Le gamin ira bien, a dit Jessica. Il reçoit déjà des soins médicaux. Cela ne rend pas la chose acceptable. Maman sanglotait à chaudes larmes maintenant. S'il te plaît, tu dis toujours que tu veux être plus proche de la famille. C'est ta chance de nous aider. En commettant une fraude. En protégeant ton frère. J'ai regardé Ryan. Dis que c'est toi qui conduisais. Prends tes responsabilités. Je te soutiendrai dans cette épreuve, mais je ne mentirai pas pour toi. Je ne peux pas faire ça. Alors, on a terminé ici. Je me suis retourné pour partir, et papa m'a attrapé par l'épaule. Si tu passes cette porte, tu fais le choix de détruire la vie de ton frère. Il l'a détruite lui-même. Si tu ne l'aides pas, nous n'aurons pas le choix. Je me suis arrêté. Pas le choix de quoi? Ryan a refusé de me regarder. C'est papa qui a parlé à sa place. La voiture est immatriculée à ton nom. Tu as donné la permission à Ryan de l'utiliser. Si tu ne nous soutiens pas, nous devrons dire à la police que tu la lui as prêtée, en sachant ce qu'il prévoyait de faire. Nous dirons que tu étais complice. La pièce est devenue silencieuse. Vous menacez de me piéger. Nous protégeons cette famille, a dit maman. En me détruisant, à la place. Tu t'en sortiras, a dit Jessica. Tu n'as pas une carrière comme celle de Ryan. Tu n'es qu'un inspecteur. Tu trouveras un autre emploi. Juste un inspecteur. Nous ne voulions pas dire ça comme ça, a dit papa. Comment vouliez-vous le dire? Ryan a plus à perdre. C'est juste un fait. Donc, je suis sacrifiable. Arrête d'être dramatique, a claqué Jessica. Il s'agit de faire ce qui est bon pour la famille. Ce qui est bon pour la famille, c'est que Ryan assume ce qu'il a fait. La voix de Ryan était froide maintenant. Vas-tu nous aider, oui ou non? Non. Alors, tu fais un choix. Ouais. Je choisis de ne pas être un criminel. Le visage de papa s'est durci. Alors, tu ne nous laisses pas le choix. Nous leur dirons que tu étais au courant. Tu seras accusé de complicité. Vous feriez vraiment ça pour protéger Ryan? Oui. Maman pleurait toujours. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? Aide ton frère, s'il te plaît. J'ai regardé chacun d'eux. Mes parents, mon frère, mes sœurs, ma belle-sœur. Tous me fixaient, comme si j'étais le grand méchant, pour ne pas vouloir porter le chapeau d'un délit de fuite. Je pars. Où vas-tu? A exigé papa. Chez un avocat. Ne t'avise pas de faire ça. Je suis sorti, je suis monté dans la voiture de Kevin, et je suis parti, pendant qu'ils restaient tous sur le porche, à me crier dessus. Mes mains tremblaient tellement, que j'ai dû me garer 3 pâtés de maison plus loin. C'est là, qu'être minutieux, m'a sauvé la vie. Vous vous souvenez de cette caméra embarquée, que j'avais installée? Celle que j'ai ajoutée, après avoir lu trop d'histoires d'arnaque à l'assurance? Cet appareil avait enregistré tout le temps où Ryan conduisait ma voiture. Je suis rentré chez moi vers 21h, je suis allé directement sur mon ordinateur portable, et j'ai ouvert l'application de la caméra. L'appareil disposait d'une sauvegarde automatique sur le cloud. Donc, même si la caméra physique était toujours dans ma voiture, chez mes parents, toutes les images avaient été automatiquement téléchargées. Et il y avait beaucoup d'images. La vidéo a commencé à 6h42, lorsque Ryan est monté dans ma voiture, chez lui. Il était en uniforme, en service. Il est passé par le drive-in d'un Burger King, puis s'est dirigé vers un quartier, situé à environ 20 minutes de sa zone de patrouille. Il s'est garé dans une rue résidentielle, pendant 15 minutes. À 8h23, une femme est montée côté passager. On ne voyait pas clairement son visage, mais ce n'était absolument pas Daniel.
Ils ont parlé quelques minutes. Elle lui a tendu quelque chose, puis est sortie. Ryan a conduit jusqu'à un autre endroit. Un autre quartier résidentiel, celui-ci encore plus éloigné de son secteur. Il s'est garé dans la rue, et est resté là encore 20 minutes, à simplement regarder son téléphone. Puis, à 9h47, il a quitté le bord du trottoir sans regarder, et un gamin à vélo a surgi d'entre deux voitures en stationnement. L'impact était écœurant, même en vidéo. Le gamin a volé dans les airs. Ryan a pilé sur les freins, est sorti de la voiture, a regardé frénétiquement autour de lui, puis est remonté, et est parti. Il a conduit directement à l'hôpital, s'est garé sur le parking des urgences, et a attendu. Environ 30 minutes plus tard, une ambulance est arrivée avec l'enfant. Ryan a observé depuis sa voiture, puis a conduit jusqu'à chez mes parents. L'intégralité de la scène était enregistrée. Son visage, son uniforme, le choc, l'enfant, tout. J'ai téléchargé toutes les images, sur 3 clés USB différentes, et sur mon disque dur externe. Puis, j'ai commencé à passer des appels. Mon premier appel a été pour Kevin, à 21h30. J'ai besoin de dormir chez toi ce soir. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. L'accident, la réunion de famille, les menaces. Ils ont menacé de te piéger? Papa a dit qu'il dirait à la police, que j'étais complice, que je savais ce que Ryan préparait. C'est de la folie. J'ai les images de la caméra embarquée, tout y est. Putain de merde. Attends, tu as tout enregistré. Sauvegarde automatique sur le cloud. J'ai Ryan en uniforme, l'impact, sa fuite, tout. Kevin est resté silencieux un instant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai besoin d'un avocat. Un bon. Je connais quelqu'un. Un avocat de la défense, qui s'est occupé du problème d'alcoolémie d'un ami, l'année dernière. Un type intelligent. Il ne plaisante pas. Tu peux m'envoyer ses coordonnées par texto? Donne-moi 5 minutes. Merci. Et Kevin? Ils vont probablement s'en prendre à toi ensuite, pour m'avoir aidé. Qu'ils essaient. Kevin m'a envoyé les coordonnées de l'avocat à 21h43. Il s'appelait Robert Bishop. Il avait un cabinet en centre-ville, spécialisé en défense pénale et en litige civil. Je l'ai appelé à 21h45, m'attendant à tomber sur la messagerie. Contre toute attente, il a décroché. Cabinet d'avocat Bishop. Maître Bishop, je m'appelle Daniel. J'ai besoin d'aide pour une situation, impliquant un officier de police, et un délit de fuite. Je vous écoute. J'ai tout expliqué. Mon frère qui prend ma voiture, l'accident, les menaces, les images de la dashcam. Avez-vous les images avec vous? Oui. Plusieurs copies. Bien. Ne les montrez à personne. Ne dites à personne d'autre que vous les avez. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin? À quelle heure? 7 heures. Avant que quiconque ne réalise que vous avez engagé un avocat. J'y serai. Apportez tout. Les images, les textos éventuels, toute documentation prouvant la propriété de votre voiture, absolument tout. D'accord. Et monsieur est, ne parlez pas à votre famille. Ne répondez pas à leurs appels. Ne répondez pas aux textos. Silence radio jusqu'à notre rencontre. C'est compris. À demain. J'ai passé la nuit dans l'appartement de Kevin, dormant à peine. Mon téléphone a explosé, sous l'avalanche de textos et d'appels de ma famille. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ça de façon rationnelle. Papa, tu fais une énorme erreur. Appelle-nous. Jessica, tu vas vraiment détruire la vie de Ryan pour ça? Pense à Eden. Ryan, dernière chance d'arranger les choses. Daniel, comment peux-tu faire ça à ton neveu? Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai rencontré Robert Bishop à son bureau, à 7 heures précises. La quarantaine, un costume onéreux, le genre de gars qui donne l'impression d'avoir tout vu 2 fois. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai lu les images de la dashcam. Dans leur intégralité. Il a regardé sans dire un mot, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. Quand ça s'est terminé, il s'est adossé à son fauteuil. C'est plutôt clair et net. Qu'est-ce que je fais? D'abord,
nous allons nous assurer que vous êtes protégé. Votre famille menace de faire de vous un complice, ce qui veut dire que nous devons prendre les devants. Nous allons à la police aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout de suite. Avant que votre famille ne puisse déformer les faits. Nous allons entrer dans le poste de police, remettre ces images, et faire une déclaration complète sur ce qui s'est passé. Vous allez leur dire que votre frère a pris votre voiture sans permission. Que vous n'avez appris l'accident qu'hier soir. Et que votre famille a essayé de vous contraindre à en endosser la responsabilité. Ils vont devenir fous. Tant mieux. Laissez-les faire. Il sera officiellement acté que c'est vous qui vous êtes présenté volontairement. C'est capital. Et pour les menaces. Les avez-vous par écrit? Juste les textos me demandant de l'aider. Ça suffira. Nous l'inclurons dans la déclaration. Documentez tout, à partir de maintenant. Les appels, les textos, les messages vocaux. Conservez-les tous. Que va-t-il arriver à Ryan? Ce n'est pas votre problème. Mais en étant réaliste, il risque d'être accusé de délit de fuite, de non-assistance, et possiblement d'entrave à la justice. S'ils peuvent prouver qu'il faisait quelque chose d'illégal au moment des faits, sa carrière est terminée. Ma famille va me haïr. Ils ont déjà essayé de vous détruire pour le sauver. Que leur devez-vous? Bon point. Nous sommes allés au département de police métropolitaine d'Indianapolis, à 8 heures du matin. Bishop a fait la majeure partie de la conversation, expliquant la situation à un inspecteur nommé Wallace. J'ai fourni ma déclaration, j'ai remis les images de la dashcam, et j'ai soumis des copies de tous les textos de la nuit précédente. L'inspecteur Wallace a regardé les images 2 fois, son expression s'assombrissant de plus en plus. Votre frère est officier de police. Oui, monsieur. Et il vous a demandé d'en assumer la responsabilité? Lui et mes parents. Ils m'ont menacé si je refusais. Mon père a dit qu'il vous dirait que j'étais complice si je ne soutenais pas leur version. Wallace a hoché la tête lentement. Très bien, nous prenons le relais à partir d'ici. Ne contactez pas votre frère, ni vos parents. Nous allons les contacter très prochainement. Qu'en est-il de ma voiture? Elle est toujours chez eux. Nous allons la saisir comme pièce à conviction. Vous la récupérerez, à terme. Est-ce que je risque des problèmes? Non. Vous êtes la victime ici. Votre véhicule a été pris et utilisé pour commettre un délit, et votre famille a tenté de vous contraindre à faire de fausses déclarations. Vous avez bien fait de vous présenter. Nous avons quitté le poste à 9h30. Bishop m'a raccompagné à ma voiture. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons. Ils vont enquêter. Interrogez votre famille. Probablement arrêter votre frère aujourd'hui, ou demain. Et c'est là que les choses vont se compliquer. À quel point? Votre famille va se venger. Attendez-vous à du harcèlement. Attendez-vous à ce qu'ils essaient de monter d'autres proches contre vous. Attendez-vous à ce qu'ils disent que vous mentez. Documentez tout. Ne répondez pas, laissez-moi gérer. Et pour le gamin que Ryan a renversé? C'est un problème distinct. La famille va probablement intenter une action au civil contre votre frère. Peut-être contre vous aussi, vu que c'est votre voiture. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. Mais nous avons les images, montrant que votre frère a pris votre voiture sans permission. N'importe quel avocat décent vous retirera de la plainte, une fois qu'il les aura vus. Ça va coûter cher, n'est-ce pas? Je vais être honnête avec vous. Ça pourrait devenir très coûteux, selon jusqu'où votre famille est prête à aller. Mais je peux m'arranger avec vous, sur des plans de paiement. Et, si les choses se passent comme je le pense, vous aurez de quoi intenter des poursuites. Contre votre propre famille. Contre quiconque vous a causé des dommages. Pensez-y. À midi, mon téléphone était une zone nucléaire. Maman a appelé 47 fois. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Les messages vocaux étaient brutaux. Comment as-tu pu faire ça à ton frère? À ton neveu? Tu détruis notre famille. Ton père et moi t'avons mieux élevé que ça. Tu es égoïste et vindicatif. Ryan fait face à des accusations criminelles à cause de toi. J'espère que tu es heureux. Tu es mort pour nous. Ne contacte plus jamais cette famille.
Jessica a envoyé un mur de textos. Ryan vient d'être arrêté au travail. Devant tout le monde. Tout son département sait que tu as fait ça. Eden a demandé pourquoi la police a emmené papa. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Tu es une personne horrible d'avoir fait ça. Tout le monde à l'église sait ce que tu as fait. Personne ne veut rien avoir à faire avec toi. Les messages de Daniel étaient pires. Tu as enlevé mon mari à notre fils. Et pourquoi? Ta stupide voiture. J'espère que tu n'auras jamais d'enfant, parce que tu ferais un père terrible. Ryan essayait juste d'aider quelqu'un, et tu as détruit sa vie. Papa a appelé une fois. Il a laissé un seul message vocal. Tu as fait ton choix. Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. Tu n'es plus de la famille. Ne contacte plus jamais ta mère. Tu l'as tué. J'ai tout sauvegardé. Tout transféré à Bishop. Kevin a appelé à 13h. Tu es au courant? Au courant de quoi? Ryan a été arrêté. Ils l'ont suspendu, en attendant l'enquête. Ça passe déjà en boucle aux infos locales. Les images de ta dashcam ont fuité, d'une manière ou d'une autre. C'est partout. Quoi? Vérifie sur Twitter. J'ai ouvert Twitter, et j'ai cherché Hit and Run Indianapolis. Effectivement, quelqu'un avait fait fuiter les images. Le visage de Ryan était clair. Son uniforme était clair. L'impact était clair. La vidéo comptait 200 000 vues, et ce n'était pas fini. Les commentaires étaient sauvages. Un flic renverse un gamin et s'enfuit. Pourquoi est-on surpris? Voilà pourquoi personne ne fait confiance à la police. J'espère qu'il ira en prison pour longtemps. Un lâche en uniforme. Les chaînes d'information locales avaient repris l'histoire. NBC, ABC, CBS. Toutes diffusaient des reportages sur un officier de police, impliqué dans un délit de fuite. Filmé. Arrêté après que son frère a fourni des preuves. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, monsieur Hay. Ici Jennifer Ortiz, de la chaîne 13. Nous aimerions vous interviewer, au sujet de l'arrestation de votre frère. Sans commentaire. Le public veut entendre votre version de l'histoire. Sans commentaire. J'ai raccroché. 3 autres journalistes ont appelé dans l'heure qui a suivi. J'ai arrêté de répondre. Bishop a appelé à 15h. Vous avez vu les infos? Difficile de les rater. C'est en fait une bonne chose pour nous. L'opinion publique est de votre côté. Vous êtes le frère qui a fait ce qu'il fallait. Ça ne fait pas du bien. Comment votre famille vous traite-t-elle? Comme si j'étais un meurtrier. Sauvegardez tout. Nous allons en avoir besoin. 2 semaines plus tard, la famille de l'enfant a intenté une action en justice. Ils ont nommé Ryan et moi comme défendeurs. Ils réclamaient 500 000 € de dommages et intérêts, pour les frais médicaux, la douleur, la souffrance, et la détresse émotionnelle. Bishop a déposé une requête pour me retirer de l'affaire, fournissant les images de la dashcam, qui prouvaient que Ryan avait pris ma voiture sans permission. L'avocat de l'enfant, un type nommé Paul Amonde, a appelé Bishop directement. Votre client n'est manifestement pas en tort ici. Nous le retirons de la plainte. Je vous en suis reconnaissant. Par contre, pour l'officier, nous allons lui réclamer tout ce qu'il a. Ryan était en train de se noyer. L'affaire pénale avançait, et le procès civil s'accumulait par-dessus. Le département de police l'a licencié. Daniel a demandé la séparation. Il est retourné vivre chez mes parents. Et, de son côté, ma famille a continué à me harceler. Maman s'est pointée à mon appartement à 22h, un mardi, tambourinant à la porte. Ouvre. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Je sais que tu es là. Ta voiture est ici. Silence. Tu déchires cette famille. C'est ce que tu veux? Ton frère n'a plus rien, maintenant. Pas de boulot, pas de femme, pas de fils. Tu es content? J'ai appelé la police. J'ai signalé un harcèlement, et ils l'ont obligé à partir. Jessica a commencé à publier des choses sur moi sur les réseaux sociaux. Rien de direct, juste de vagues posts sur la trahison familiale, et les serpents déguisés. Ses amis s'en sont donnés à cœur joie dans les commentaires, aucun d'entre eux ne connaissant l'histoire entière.
Papa a commencé à appeler mon lieu de travail, pour essayer de me faire virer. Il a appelé mon superviseur. Il a prétendu que j'étais instable, peu fiable, et que je volais du matériel de l'entreprise. Mon patron, heureusement, lui a dit d'arrêter d'appeler, ou il le signalerait à la police. Kevin était le seul à me soutenir. Même sa petite amie Priya, qui n'avait jamais rencontré la majeure partie de la famille, était consternée par ce qu'il faisait. C'est de la folie, a-t-elle dit lors d'un dîner un soir. Ils agissent comme si Ryan était la victime. Il l'est, à leurs yeux, a dit Kevin. L'enfant chéri ne peut rien faire de mal. Il a percuté un enfant, et a essayé de piéger son frère. Des détails, voyons. Je rencontrais Bishop régulièrement pour discuter de la stratégie. Il avait documenté chaque élément de harcèlement, chaque message menaçant, chaque tentative de ma famille pour m'intimider. Nous avons de quoi demander une ordonnance de restriction, m'a-t-il dit lors d'un rendez-vous. Plusieurs chefs de harcèlement, des menaces, un schéma de comportement documenté, contre toute votre famille si nécessaire. Mais, je vois plus grand. À quel point? Diffamation, détresse émotionnelle, ingérence intentionnelle dans votre emploi. Votre père a essayé de vous faire virer. Votre sœur vous traîne dans la boue publiquement. Votre mère se présente à votre domicile. Votre frère vous a impliqué dans un complot criminel, sans que vous le sachiez. Ou que vous y consentiez. Vous êtes en train de me dire que je devrais les poursuivre en justice? Je dis que vous avez des motifs. Des motifs solides. C'est ma famille. Ils ont essayé de vous détruire pour sauver votre frère. Ils essaient encore. À quel moment allez-vous riposter? J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Puis, je lui ai dit de déposer la plainte. Bishop a intenté une action civile, contre Ryan, mes parents, Jessica, et Daniel. Des griefs séparés pour chacun d'eux. Contre Ryan, détournement de biens, vol de ma voiture, négligence, fraude, tentative de coercition, détresse émotionnelle. Contre mes parents, harcèlement, intimidation, coercition, diffamation, complot en vue de commettre une fraude. Contre Jessica, diffamation, harcèlement, détresse émotionnelle. Contre Daniel, harcèlement, détresse émotionnelle. Montant total demandé, 750 000 €, répartis sur l'ensemble des défendeurs. Les assignations ont été signifiées 2 semaines plus tard. Mon téléphone a explosé, encore pire qu'avant. Plus de 100 appels dans les premières 24 heures. Je les ai tous bloqués. Maman a laissé un message vocal, où on l'entendait juste pleurer pendant 3 minutes d'affilée. Le message de papa n'était que fureur. Tu poursuis ta propre famille en justice pourquoi? Tes sentiments blessés? Tu es devenu un monstre. Le texto de Jessica, j'espère que tu mourras seul. Le texto de Daniel, tu as tout gâché. Kevin a appelé. Putain mec. Tu les as vraiment attaqués en justice. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Maman perd complètement la tête. Elle dit à tout le monde, que tu as fait une dépression nerveuse. Bien sûr, qu'elle dit ça. Tu vas bien? Honnêtement, ouais. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de ne plus me contenter d'encaisser les coups. Bien. Priya et moi te soutenons à 100%. Merci, mec. Les infos locales ont repris l'histoire. Un frère poursuit sa famille en justice, après une tentative d'étouffement de délit de fuite. C'est devenu régional, puis national. Fox News y a consacré un segment. CNN en a parlé. Twitter s'en est donné à cœur joie. L'opinion publique était massivement de mon côté. Il a fait ce qu'il fallait, et ils ont essayé de le détruire. Poursuis-les tous. La famille, ça ne veut pas dire laisser les criminels s'en tirer après un délit. Ce flic mérite tout ce qui lui arrive. Mes parents ont engagé un avocat. Un certain Philippe Turner, spécialisé en droit de la famille. Il a appelé Bishop pour essayer de négocier. Votre client est vindicatif. Cela déchire une famille. Vos clients ont essayé de piéger mon client, pour un délit. Ils l'ont harcelé pendant des mois. Ils ont tenté de perturber son emploi. Mon client se défend. Nous sommes prêts à publier des excuses publiques, et à accepter une interdiction de contact. Pas assez. Que veut-il? La justice, qu'il rende des comptes, et une compensation pour les dommages.
Il veut de l'argent de sa propre famille. Il veut qu'ils assument les conséquences de leurs actes. C'est ridicule. Alors, on se verra au tribunal. L'affaire pénale contre Ryan a avancé. Il a plaidé coupable, pour avoir quitté les lieux d'un accident, non-assistance, et entrave à la justice. Il a écopé de 2 ans de prison avec sursis, probation, de 500 heures de travaux d'intérêt général, et de la perte définitive de sa certification de policier. Le gamin s'est complètement rétabli, ce qui était la seule bonne nouvelle, dans toute cette histoire. L'affaire civile, intentée par la famille de l'enfant, a fait l'objet d'un accord avec Ryan pour 200 000 €. Il a dû vendre sa maison pour payer. Nos affaires civiles étaient toujours en cours. L'enquête préalable, dans un procès civil, est l'étape où vous pouvez exiger des documents, des registres, des communications, bref, tout. Bishop y est allé fort. Nous avons assigné les relevés téléphoniques, montrant les appels entre les membres de la famille, qui coordonnaient leur version des faits, avant de me confronter. Nous avons obtenu les textos entre Ryan et mes parents, planifiant comment ils allaient me convaincre de porter le chapeau. Nous avons récupéré les posts de Jessica sur les réseaux sociaux me concernant, ce qu'elle avait effacé et qu'elle croyait disparu à jamais. Nous avons obtenu les emails de Daniel à mon employeur, pour essayer de me faire virer. Nous avons eu le journal des appels de papa, vers mon lieu de travail. Les preuves étaient accablantes. Bishop a programmé des dépositions. Il a obligé chacun d'eux, à s'asseoir dans une pièce, sous serment, pour répondre à des questions. La déposition de Ryan a été brutale. Il a dû admettre qu'il avait pris ma voiture sans permission. Qu'il avait percuté l'enfant, en faisant quelque chose qu'il refusait de spécifier, bien que son avocat ait finalement confirmé, qu'il s'agissait de rencontrer quelqu'un pour une affaire personnelle, sans rapport avec le travail de la police. Et qu'il avait fui la scène. Pourquoi avez-vous demandé à votre frère d'endosser la responsabilité? Je pensais qu'il m'aiderait en mentant à la police, par esprit de famille. Avez-vous réfléchi aux conséquences pour lui? Pas vraiment. Avez-vous pensé à l'enfant que vous aviez renversé? Bien sûr que oui. Alors pourquoi n'avez-vous pas rempli un rapport? J'ai paniqué. Avez-vous menacé votre frère? Non. Ne lui avez-vous pas dit que la famille le ferait accuser s'il ne coopérait pas? Ce n'était pas moi. C'était mon père. Mais vous étiez là. Oui. Et vous ne l'avez pas arrêté? Non. La déposition de maman était pire. Elle a pleuré presque tout du long. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle essayait juste de protéger son fils. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si cruel. Avez-vous dit à votre fils qu'il était sacrifiable par rapport à Ryan? Pas en ces termes. Quels termes avez-vous utilisés? J'ai dit que Ryan avait plus à perdre, car sa carrière importait plus. Parce qu'il a une famille. Votre autre fils ne compte pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes-vous présenté à son appartement, et avez-vous tambouriné à sa porte à 22 heures? Je voulais lui parler, après qu'il m'a demandé de ne pas le contacter. C'est mon fils. La police a-t-elle dû vous expulser de la propriété? Oui. La déposition de papa n'était que colère, et tentative de faire diversion. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais ingrat. Que j'avais toujours été l'enfant à problème. Que j'utilisais cette situation pour attirer l'attention. Avez-vous tenté de faire renvoyer votre fils de son travail? J'ai appelé son patron pour faire part de mes inquiétudes. Quelles inquiétudes? Qu'il était instable, vu la situation. Basé sur quoi? Il poursuivait sa propre famille en justice. Après que cette famille a essayé de le faire accuser pour un crime. Nous ne faisions accuser personne. Vous lui avez dit que vous diriez qu'il était complice, s'il n'endossait pas la responsabilité. Ce n'est pas faire accuser. C'est protéger Ryan, au détriment de votre autre fils. Parfois, des sacrifices doivent être faits. La déposition de Jessica a révélé qu'elle avait organisé une campagne sur les réseaux sociaux contre moi. Elle s'était coordonnée avec la famille élargie, pour détruire ma réputation en ligne. La déposition de Daniel a montré qu'elle avait envoyé plus de 200 textos de harcèlement, et avait tenté de faire annuler mon assurance, en affirmant que j'étais un conducteur dangereux. Les preuves s'accumulaient. Chaîne de textos, emails, relevés téléphoniques, témoignages. Bishop a monté un dossier en béton armé. Au bout de 6 mois de procédure, Turner a appelé Bishop.
Mes clients veulent trouver un accord. Je vous écoute. Ils acceptent une interdiction de contact permanente, des excuses publiques, et 50 000 €. On n'y est pas du tout. Que voulez-vous? 600 000 € au total. Répartis entre les défendeurs, selon leur degré d'implication. Ryan paie le plus, puis vos parents. Puis les autres. Des excuses publiques sur les réseaux sociaux de la part de chacun d'eux. Des ordonnances de restriction permanente. Et il couvre les frais de justice de mon client. C'est insensé. Ce sont les conditions. Ils ne peuvent pas payer autant. Ils auraient dû y penser, avant d'essayer de détruire mon client. Personne n'acceptera ça. Alors, nous irons au procès. Les images de la dashcam seront diffusées devant un jury. Les textos seront lus à voix haute. Les dépositions deviendront des archives publiques. Vos clients seront exposés comme des personnes qui renversent des enfants. Et essaient de faire accuser les membres innocents de leur propre famille. Comment pensez-vous que ça va passer? Turner a raccroché. 2 semaines plus tard, il a rappelé. Il propose 400 000 €. C'est leur maximum. 550 000 € et nous avons un accord. Ils n'ont pas cette somme. Ils peuvent vendre des biens, emprunter sur leur retraite. Qu'ils se débrouillent. Une autre semaine a passé. Turner a rappelé. 500 000 €. Dernière offre. Ils hypothèquent leur maison pour payer. Bishop m'a regardé. C'est à vous de décider. Comment est-ce réparti? Ryan paie 200 000 €. Vos parents paient 200 000 €. Jessica paie 50 000 €. Daniel paie 50 000 €. Plus les excuses publiques et les ordonnances de restriction. J'y ai réfléchi. Ryan était déjà ruiné par le procès du gamin. Mes parents seraient endettés pour le reste de leur vie. Jessica et Daniel seraient sous une montagne de paiements pendant des années. J'accepte. L'accord a été signé en septembre, 6 mois après le début de toute cette affaire. Ryan a dû publier une déclaration publique sur les réseaux sociaux. Il a dû y admettre qu'il avait percuté un enfant, fui la scène, et tenté de me forcer à endosser la responsabilité. Son post a fait 400 000 vues, avant qu'il ne supprime complètement ses comptes. Mes parents ont posté leurs excuses sur Facebook. Leurs amis de l'église les ont vus. La section des commentaires était brutale. En moins de 2 semaines, ils ont été discrètement écartés de 3 comités de bénévoles différents. Jessica et Daniel ont posté des excuses plus courtes. Le mari de Jessica a vu les siennes, et a demandé la séparation 2 jours plus tard. Apparemment, découvrir que sa femme avait participé à un coup monté, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les ordonnances de restriction sont entrées en vigueur immédiatement. Permanentes. Aucun d'entre eux ne pouvait me contacter, m'approcher, ou me mentionner nulle part. Toute violation entraînait une peine de prison. L'argent a mis 3 mois à arriver. Ryan a liquidé son fonds de retraite. 200 000 € envolés. Il avait déjà tout perdu avec le procès de l'enfant, donc cela l'a achevé financièrement. Mes parents ont contracté une deuxième hypothèque sur leur maison, à 68 ans. Une dette de 200 000 €, qu'ils rembourseront jusqu'à leur mort. Papa a dû sortir de sa retraite, et trouver un emploi chez Home Depot. Maman a commencé à travailler à temps partiel, à la garderie de l'église. Jessica a emprunté à 3 amis de la famille différents. Sa cote de crédit s'est effondrée. Elle a dû vendre sa voiture, et se rabattre sur un modèle de 150 000 miles, 240 000 km. Daniel a emprunté à ses parents, qui refusent désormais de parler à Ryan. Toute sa famille les a coupés tous les deux de leur vie. J'ai payé à Bishop ses 150 000 € d'honoraires, j'ai acheté une nouvelle Accord pour remplacer celle qui était détruite, et j'ai investi le reste. Kevin a coupé les ponts avec tout le monde, sauf avec moi. Lui et Priya se sont fiancés 3 mois plus tard. Je suis le témoin. Le gamin a complètement guéri. Ses parents m'ont envoyé une carte de remerciement, avec une photo de lui, de retour sur son vélo. Ryan travaille maintenant dans un magasin d'articles de sport. Manager adjoint, gagnant 42 000 € par an. Lui et Daniel ont déménagé dans le Kentucky, pour recommencer à zéro. Maman a essayé d'envoyer des cartes chez Kevin, à 2 reprises. Il les a renvoyées sans les ouvrir. Papa a appelé Kevin une fois,
pour essayer d'organiser une rencontre. Kevin lui a dit de respecter l'ordonnance de restriction, ou il le ferait arrêter. Le divorce de Jessica a été prononcé en décembre. Elle a emménagé dans un studio, et a perdu la plupart de ses amis, lorsque l'histoire a éclaté au grand jour. Mes parents sont toujours dans leur maison, mais ils galèrent. Papa travaille 30 heures par semaine, à 69 ans. Maman travaille 20 heures, à la garderie de l'église. Ils paieront cette hypothèque jusqu'à leurs 85 ans. La famille élargie a tout appris. La plupart m'ont contacté pour me dire qu'ils auraient fait la même chose. La sœur de ma mère ne lui a pas parlé depuis 8 mois. L'ancien département de police de Ryan a ouvert une enquête interne. 3 autres flics ont été suspendus pour n'avoir pas signalé ce qu'ils savaient. Les actualités locales ont fait un reportage de suivi, 6 mois plus tard. C'est redevenu semi-viral. J'ai été interviewé par 2 podcasts sur la responsabilité des forces de l'ordre. 14 mois se sont écoulés depuis l'accident. Je fais toujours des inspections d'équipement. J'ai été promu inspecteur senior, le mois dernier. Une augmentation de 12 000 €. Kevin et Priya se marient bientôt. Une petite cérémonie. Juste des amis. Je suis le témoin. J'ai acheté un appartement avec 2 chambres. Mon premier vrai bureau à domicile. J'ai commencé à sortir avec une consultante en sécurité, rencontrée par le travail. Au 3e rendez-vous, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, tant mieux pour toi. Et elle le pensait vraiment. Maman a violé l'ordonnance de restriction une fois. Elle s'est présentée à mon appartement. Bishop a appelé les flics. Elle a passé 4 heures en prison. Le juge a prolongé l'ordonnance de restriction, de 5 années supplémentaires. Ryan est maintenant manager, au magasin d'articles de sport. Un salaire de 55 000 €. Toujours très loin d'un salaire de flic. Il n'aura plus jamais d'emploi dans les forces de l'ordre. Les vérifications d'antécédents s'en chargeront. Jessica cumule 2 emplois, pour rembourser ses 50 000 €. Encore 6 ans à tirer. Les parents de Daniel les ont forcés, Ryan et elle, à signer un accord de remboursement. 500 € par mois, il leur reste 8 ans. Papa a démissionné de chez Home Depot, après que son manager l'eut interrogé sur l'article de presse. Il travaille maintenant chez Lowe's, et gagne moins d'argent. Dernière mise à jour. La semaine dernière, j'ai reçu un email, de quelqu'un prétendant être un producteur, pour une série documentaire sur des faits divers réels. Ils veulent faire un épisode sur l'affaire. Ils m'ont offert 15 000 € pour une interview. Je n'ai pas encore décidé. Bishop dit que c'est à moi de voir, mais que l'histoire est de toute façon, déjà dans le domaine public. Kevin pense que je devrais le faire. Il dit que cela pourrait aider d'autres personnes, dans des situations similaires, à réaliser qu'elles n'ont pas à protéger les membres de leur famille, qui agissent mal. Priya pense que je devrais laisser passer. Elle dit que j'ai tourné la page, et que je n'ai pas besoin de revivre ça. Ma petite amie me dit de faire ce qui me semble juste. Je penche vers le oui. Pas pour l'argent, mais parce que Ryan court toujours les rues, à dire aux gens qu'il était la victime dans tout ça. Que j'ai détruit sa vie pour une erreur. Que je suis le méchant, qui a trahi sa famille. Un documentaire remettrait les pendules à l'heure. Montrerait les images de la dashcam. Montrerait les textos. Montrerait les dépositions. Montrerait exactement quel genre de personne demande à son fils d'endosser la responsabilité d'un délit de fuite. Mais, honnêtement, j'ai déjà gagné. Ryan est ruiné. Mes parents sont ruinés. Jessica est ruinée. Daniel est ruiné. J'ai eu une promotion, j'ai un bel appartement, une petite amie, et 0 drame familial. Kevin va se marier, et je suis son témoin. Le gamin a complètement récupéré. Personne ne me harcèle plus, parce que légalement, ils ne le peuvent plus. Cette dashcam a été le meilleur investissement de 200 € que j'ai jamais fait. Alors voilà, Reddit, voilà où en sont les choses. Mon frère flic a volé ma voiture, a percuté un gamin, a essayé de me faire accuser, et a poussé toute la famille à s'acharner sur moi. J'ai poursuivi tout le monde en justice, j'ai gagné, et ils ont tous payé le prix fort. Est-ce que je le referai ? Sans hésiter une seule seconde. Parfois, la seule façon de gagner, c'est d'adopter la politique de la terre brûlée,
et de laisser tout le monde brûler. Ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds, simplement parce qu'ils partagent votre ADN. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous proposer davantage de meilleures histoires.